Bonjour à tous. Donc, on est les enseignantes de DN Maths du lycée Argouche, Noémie Kukielczynski et Lydia Gonnet. Comme chaque année, on organise la quatrième conférence du cycle de la Z Factory et cette fois-ci, on a invité donc l'atelier paysan. Donc, on est dans le cycle cette année. Il y a une thématique qui est habiter un territoire en commun. Et nous, on a voulu s'intéresser au territoire immatériel du numérique en partie. Et on a donc dans ce cadre-là invité Thomas Borel de l'Atelier Paysan. Et on se pose beaucoup de questions en rapport avec la réappropriation des moyens de production. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça design et autonomie. Et dans un deuxième temps, nos étudiants de deuxième et troisième année poseront des questions. Puis bah, vous êtes aussi tous invités à les poser. Et l'idée, c'est à partir du cas de l'atelier paysan, questionner plus largement le design et voir comment cette question d'autonomie peut s'appliquer à des démarches de projet et nous permettre de tendre vers de nouvelles pratiques et qui sont plus soutenables. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, Thomas Borel, je suis à l'atelier paysan. Alors d'où je parle moi-même, je suis pas paysan. Et l'atelier paysan, je vais dire après ce que c'est. Mais moi-même, je ne suis pas paysan. Je suis salarié de l'atelier paysan. J'y suis depuis 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'en suis un des deux co-directeurs. L'atelier paysan, c'est une structure qui est basée à une trentaine de kilomètres de Grenoble, à Renage. C'est en gros pas très loin de Voiron et au-dessus de Tullin pour vers Tullin, Rive, pour celles et ceux qui connaissent. Et on est une structure nationale, mais qui s'est créée à cet endroit-là et qui est toujours basée ici, tout en ayant des activités nationales. Alors du coup, j'ai accepté l'invitation à venir parler de design et autonomie, sachant que en design, je n'y connais à peu près rien. Par contre, je vais plus vous parler d'autonomie. Bon, j'ai mis cette photo, c'est un des outils. Vous allez comprendre après avec la démarche sur de l'autoconstruction. On accompagne, en gros, nous, on est des colporteurs de savoir et savoir-faire euh, au niveau agricole et notamment au niveau de savoir-faire technique, notamment l'autoconstruction, l'entretien, la réparation de matériel agricole. J'ai mis cette photo parce que j'aime bien parce qu'on voit tous les numéros, les cotes, enfin voilà, l'outil, il est tout juste sorti de l'atelier de construction et on voit bien que il est pas rutilant d'une peinture. Donc c'est plus pour montrer un peu l'état d'esprit. C'est un outil de travail du sol. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Je vais essayer de pas avoir un propos trop technique agricole. C'est pas l'idée, je crois, et plutôt d'insister un peu sur la démarche. Après, s'il y a des questions, on pourra y venir. Et je vais aborder plusieurs aspects. Je vais ouvrir un peu des espèces de parenthèses, d'incises, volontairement, parce que ce qui correspond à notre démarche, nous, on a une démarche part de ce qu'on fait au quotidien et à partir de laquelle on a développé une analyse aussi sur laquelle il me semble nécessaire de dire quelques mots. Donc, au départ, l'atelier paysan, ça s'est créé il y a une grosse quinzaine d'années et c'est une initiative pour la réappropriation de savoir-faire en autoconstruction, c'est-à-dire, en fait, accompagner des paysans et des paysannes. Il y a qu'un truc, il y a une culture dans le monde agricole, dans le monde paysan, qu'on pourrait appeler la bricole paysanne. C'est un terme qui peut être un petit peu perçu comme péjoratif, en réalité, qui correspond à plein de savoir-faire qui peuvent avoir tendance à se perdre, en fait, face tout simplement à une spécialisation où on va acheter des matériels et on va plus les adapter, les entretenir, les réparer soi-même. Donc nous, au contraire, on accompagne un certain nombre d'initiatives. Là, j'ai mis un exemple d'un outil qui est déjà un petit peu technique dans sa conception, un semoir viticole, donc en viticulture, pour en fait semer des plantes herbacées qu'on va laisser l'hiver, peu importe. Dire aussi qu'on accompagne des choses sur des questions de bâti agricole. Là, c'est du petit bâtiment d'élevage, c'est un poulailler mobile. Vous imaginez que vous avez le poulailler qui se referme et qui peut être transporté sur une remorque derrière un tracteur, comme la petite photo que vous avez en vignette. Et puis il y a des choses un petit peu plus ardues, un petit peu plus grosses aussi, qui peuvent être faites et comme monter carrément un hangar intégralement à partir des grumes, à partir des troncs d'arbres. Voilà, et donc des chantiers un peu collectifs comme ça qui peuvent se monter. Alors concrètement, pour dérouler sur notre démarche,
Nous, ça part cette initiative sur la réappropriation de savoir-faire en autoconstruction. Elle se fait par trois angles d'attaque que je vais un peu vous dérouler. Premièrement, recensement et conception ascendante de technologies paysannes appropriées. Alors, c'est plein de mots-clés là, c'est un peu le bingo, mais recensement, c'est-à-dire que les paysans et paysannes ont toujours innové et continuent d'innover. Il y a plein de gens qui inventent dans leur coin des outils, qui adaptent un truc, tout ça. Donc, il y a une partie de notre activité qui consiste à faire des tournées de recensement des innovations paysannes, ce qui fait qu'on appelle ça des trips, ça nous fait bien rigoler. Mais on va regarder ce qui se fait et essayer de mettre ça en plan et permettre que ce savoir puisse circuler, que d'autres puissent le reprendre et le refaire. Là, ou alors on va accompagner des gens qui vont mettre au point, alors plutôt en groupe, on essaie dans des démarches collectives, des outils qui correspondent à un besoin particulier, mais on n'est pas un bureau d'études. Ils vont pas venir nous dire salut, moi j'ai ça, quelle solution vous avez par rapport à ça? Non, on va leur dire bah désolé, faut bosser. Nous, on vous accompagne, on met à disposition quand on essaie de trouver des moyens pour mettre à disposition typiquement des gens qui sont plutôt ingénieurs méca, qui vont penser un peu le dimensionnement des pièces, l'articulation, etc. Mais pour essayer de mettre au point l'outil, mais ça se fait de manière ascendante, c'est-à-dire c'est les groupes de paysans et de paysannes qui font. Et là, c'est un outil un peu con, hein, redoutablement efficace, qui est avec des petits balais. Là, c'est un petit prototype qui balaye des plants de patates pour faire tomber des doryphores. Le doryphore est un parasite de la patate. Et ça, c'est un moyen de ne pas utiliser des pesticides pour détruire ce parasite assez redoutable sur le plan de la patate. Donc ça a fait tomber les doryphores qui sont récupérés et ensuite, les doryphores, on les détruit. On va pas les garder pour la collection. Mais au moins, au lieu de les détruire avec un pesticide, c'est une action mécanique et donc beaucoup plus écologique. Bon, voilà, des petites choses comme ça et des choses évidemment plus complexes, hein, des outils plus gros. La deuxième activité qu'on a, c'est de former au savoir-faire, former au savoir-faire en travail du métal, former au savoir-faire en travail du bois, et donc des formations à l'autoconstruction. Typiquement, ça se passe soit dans nos ateliers, on en a deux, un à Renage, pas loin d'ici, et un sur une antenne qu'on a en Bretagne, mais ça se passe aussi un peu partout en France, puisqu'on a historiquement des camions ateliers qui sillonnent la France. On arrive sur une ferme, alors, évidemment tout ça s'organise pas du jour au lendemain, mais on prévoit une formation. Et sur une ferme, il y a un formateur ou une formatrice qui arrive avec un camion atelier, tout ce qu'il faut dans l'armor, on déballe et pendant 3 à 5 jours, il y a des paysans et paysannes du coin qui viennent se former et donc concrètement apprendre à percer, à souder, à couper le métal ou l'équivalent aussi en travail du bois et apprendre aussi à lire des plans. Puisque évidemment l'autonomie consiste à être en capacité ensuite de faire soi-même de son côté. Et puis on a plein d'outils qui à force en 15 ans un peu plus de 15 ans d'existence qui sont recensés, qui sont mis en plan, qui sont disponibles et tous nos plans sont sous licence Creative Commons. C'est une licence libre, c'est-à-dire qui est accessible et qui empêche aussi l'appropriation commerciale. C'est l'opposé, c'est le copyleft, c'est l'opposé du copyright. On empêche en fait une appropriation qui réclamerait des royalties sur un savoir. On considère que ce savoir doit circuler. On est dans une approche d'une ressource qui doit rester libre, mais qui doit être protégée de l'appropriation et qui doit répondre à des règles d'utilisation. Donc c'est des communs, on appelle ça aussi. Et donc, on a nos plans sous licence Creative Commons qui sont accessibles sur notre site internet. Et on peut vendre, nous, des matériaux. On vend pas des outils tout faits. On n'est pas des vendeurs d'outils. Par contre, on peut vendre des matériaux, en gros, des outils en kit. Vous téléchargez le plan, enfin vous, les paysans, paysannes, qui souhaitent, plutôt que de venir en formation, construire leur outil avec nous, des gens qui savent déjà travailler le métal, notamment souder, et qui savent déjà lire un plan, parce qu'il faut les deux, peuvent télécharger le plan et nous commander plutôt que d'aller voir, essayer de se procurer la barre de métal de telle dimension, plus les deux roues, plus le truc. En fait, nous commander l'outil en kit. On est un peu le Ikea du matériel agricole, mais en plus costaud. Et des fois aussi, avec la vis qui manque, ça peut arriver.
Donc on a cette activité-là qui permet de diffuser de l'autonomie technique et de renforcer des gens qui sont déjà dans cette approche. C'est un peu les différents accès. Donc quand les différents angles d'attaque et enfin quand la personne commande, bah, par exemple à l'outil que vous voyez en schéma à gauche, bah, en gros il reçoit un kit comme ça avec toutes les pièces détachées. Il y a le plan et après c'est le Tetris. Je passe un petit peu rapidement, mais en gros, l'idée clé autour de tout ça, c'est l'autonomie et l'autonomie technique. Nous, alors, qu'est-ce qu'on appelle autonomie technique? Parce qu'on peut jouer sur des effets de définition, etc. Mais en gros, nous, il y a deux aspects sur lesquels on insiste. C'est d'une part qu'on inscrit ça dans une vision collective. L'autonomie, c'est pas l'autarcie, c'est pas je suis tout seul sur ma ferme, j'apprends tout seul ou je suis tout seul dans ma maison, je récupère mon eau de pluie, mon urine et mes toilettes sèches et mon truc et je vis déconnecté du reste de la société. C'est des choses qu'on peut encourager, qui sont tout à fait qui peuvent avoir leur intérêt, mais c'est pas ce que nous on décrit comme l'autonomie, qui est une démarche collective où on va plutôt se questionner sur l'ensemble de ces dépendances, plutôt que de se construire un mythe de je suis tout seul dans mon coin, et puis en réalité j'ai toujours besoin d'un certain nombre de choses, du réseau électrique, du réseau d'eau potable, que sais-je, etc. Donc on n'est pas du tout dans cet imaginaire qui est parfois voilà, un peu l'image d'Épinal qui peut coller à des gens qui sont dans des démarches d'autonomie un peu tout seul dans leur éco-potager. Nous, on insiste sur la dimension de choisir les dépendances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir ses dépendances techniques. Bah, nous, autonomie technique, mais il y a un poste à souder. On achète de l'acier. De l'acier, il est fourni par une industrie. Donc, on a conscience de ça. On peut pas se dégager complètement de toutes ces dépendances. Enfin, ou alors, c'est une démarche qui va être assez longue et encore une fois qu'on va pas pouvoir faire tout seul dans son coin, d'où la dimension collective. Donc il y a cette notion de penser quelles sont les dépendances au niveau technique de ce que ça suppose, mais aussi penser les dépendances en termes économiques et de pouvoir. Qui sont les acteurs économiques en amont? Qui sont les acteurs économiques en aval et quel est leur pouvoir relatif? Et en agriculture, c'est une question centrale puisque si on parle de dépendance, je vous mets un schéma qui est pas de nous, qui est un bureau d'analyse sociale qui s'appelle le BASIC, là, qui fait un super boulot. En 2024, ils ont travaillé un peu sur schématiser les filières agricoles. Et voilà, ils rappellent, vous avez à gauche de la diapo, enfin pas tout à gauche, mais donc dans la bulle, là, aujourd'hui, il reste moins de 350 000 agriculteurs et agricultrices un peu plus du double de salariés agricoles. Aujourd'hui, on a une agriculture qui s'est massivement salariée, beaucoup plus que de paysans et de paysannes, et qui sont pris en étau entre ce qu'on appelle l'amont et l'aval. L'amont, c'est quoi? C'est ce qui est vraiment complètement à gauche sur la diapo. C'est les fournisseurs. Bah, alors là, il y a l'exemple que il y a 5 fabricants de pesticides et de semences qui concentrent 66% du marché, mais vous avez la même chose sur l'agroéquipement, donc sur la fourniture de matériel agricole, de tracteurs, de matériel attelé derrière les tracteurs, etc. Vous avez quelques très très grands groupes qui concentrent une majeure partie du marché et qui donc sont dans une position de pouvoir. Et donc il est difficile de penser et de se dégager d'une certaine dépendance à ça. Et donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça, y compris dans son modèle de fonctionnement sur sa ferme, modèle d'investissement, etc. Et puis en aval, vous avez toute la production agricole et au centre là de la diapo, comment ça part? La majeure partie, ça part dans ce qu'on appelle des filières longues, c'est-à-dire avec des transformateurs. C'est l'industrie agroalimentaire hein, qui va transformer, qui va acheter du blé pour en faire de la farine, pour en faire des pâtes, pour en faire voilà. Et puis ou du lait qui va faire que après vous retrouvez votre tétrabrique au supermarché. Et puis vous avez les distributeurs. Les distributeurs, bah, c'est les grandes et moyennes surfaces. Et donc, ça va être Auchan, Carrefour, etc. Et là aussi, vous avez des effets de concentration incroyables. Vous avez un effet d'entonnoir. 39 transformateurs, on est sur, pour la France, hein, qui concentrent 65% du marché, et 8 distributeurs qui concentrent 75%, les trois quarts du marché. C'est considérable. Et puis après, derrière, il paraît, quand vous achetez en restauration, en restauration rapide, etc.
Ils ont aussi travaillé sur montrer ces effets de concentration qu'il peut y avoir. Pour ensuite distribuer ça à vous, à nous, aux 68 millions de consommateurs et consommatrices. Donc il y a des acteurs extrêmement puissants dans la chaîne. Et donc la question de l'autonomie, elle est à penser par rapport à ce système de distribution, ce système agricole et alimentaire, et qui sont les acteurs en position de puissance là-dedans, et comment on essaye d'organiser des choses là-dessus. Alors, ce qui amène à un petit coup, comment on en est arrivé là, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Le, Parce que évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y avait beaucoup plus d'agriculteurs et d'agricultrices. On était plutôt de l'ordre de 5-6 millions de personnes avec une population moins importante et beaucoup moins de concentration des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval, enfin des acteurs là, dont j'ai parlé, transformation et distribution. C'était évidemment pas comme ça. Et on a pris ce virage-là, en gros, on a commencé à le prendre avant, hein. Si on regarde vraiment finement, c'est quelque chose qui part d'un peu plus loin, mais il y a vraiment le moment où le virage se marque beaucoup, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça va vous paraître loin, mais en gros, il y a tout un mouvement à l'époque en France dit de modernisation qui va toucher l'agriculture, parce que tout ce dont on parle là, c'est ce qu'on a appelé la modernisation agricole. Et dans ces notions d'autonomie qu'on essaye de manier, d'autonomie technique, etc., on va venir interroger ce qu'on met derrière le mot modernisation. Euh, il y a un document qui est assez intéressant, il y avait, allez, au lendemain, à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé des plans quinquennaux. C'était sur 5 ans, on planifie l'économie, qui est plus vraiment d'actualité. Et le premier plan, dit plan Monnet, son chapitre 1 s'appelait Modernisation ou décadence. Voilà, c'était l'ambition pour la France. C'était on se modernise ou on va vers la décadence. Et qui disait à la modernisation, l'alternative n'est pas le retour à la situation antérieure, mais une échéance matérielle sans cesse aggravée. Donc en gros, c'est vraiment attention, il faut se moderniser, sinon on est foutu. Évidemment, il faut prendre. Enfin, c'est pas pour dire qu'avant tout était génial, loin de là. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on a mis dans ce grand coup d'accélérateur, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et c'est là où on peut regarder un peu ce qu'a été la grande transformation machinique de l'agriculture française. Alors, je sais pas si on voit bien, si vous arrivez à voir un peu les dates, mais en gros, on avait juste avant la Seconde Guerre mondiale et au sortir de la Seconde Guerre mondiale encore environ 6 millions d'actifs agricoles, donc agriculteurs, agricultrices et salariés. Et ce nombre va baisser progressivement en même temps que va augmenter le parc matériel, la mécanisation de l'agriculture française. Et vous avez en pointillé en bas le nombre de tracteurs, le parc matériel de tracteurs français qui augmente jusque dans les années 80, puis qui baisse un peu après parce que finalement il n'y a plus assez de monde pour les conduire, donc il y a presque moins de tracteurs, mais par contre c'est des tracteurs encore plus puissants qui sont présents. Et donc, vous avez la courbe blanche qui monte. Alors, faut pas tenir compte des angles parce que ça, c'est un peu lié aux données. On a certaines années, pas d'autres années, mais il faut garder la tendance générale. Vous avez le nombre d'hectares que un humain peut travailler. Et on passe du fait où on a un humain qui travaille en moyenne 5 hectares à aujourd'hui un humain qui va travailler en moyenne 35-40 hectares, quoi. Voire ça a continué d'augmenter. Et ça, c'est la grande transformation de l'agriculture française qui a eu des effets sur lesquels je vais dire quelques mots maintenant. Un effet, puisqu'on parle d'autonomie, c'est que ce qu'on a appelé l'autonomie, enfin ce qui est l'autonomie énergétique des fermes, elle s'est écroulée. On a remplacé de la traction animale par des tracteurs avec du pétrole. C'est formidable, mais ça nécessite d'acheter du carburant et donc voire d'acheter aussi des fois du gaz pour chauffer des bâtiments, pour chauffer des serres, etc. Et ça entraîne un effondrement de l'autonomie énergétique des fermes. Ça, c'est une figure que j'ai empruntée à des chercheurs en 2018 qui s'intéressaient vraiment aux questions énergétiques liées à l'agriculture française. Et donc c'est la courbe orange qui s'effondre dans les années 60 en gros, et c'est le moment où les fermes s'équipent, ce qui est assez logique. Et dans le même temps, on passe d'une efficacité de la traction qui est utilisée, on est sur une traction animale
qui a une efficacité autour de 12-13% entre l'énergie que vous mettez dans le système, c'est-à-dire comment vous nourrissez les bestiaux, et l'énergie qui est utilisée derrière, ce que les bestiaux sont capables de fournir. Vous passez à une efficacité énergétique autour de 40%, avec un moteur thermique comme dans la bagnole, mais là dans le tracteur. Petit bémol, c'est une efficacité énergétique à l'entrée, à la sortie du tracteur. Parce que pour faire du pétrole, il faut avoir transformé des matières carbonées pendant des millions d'années. Et les chercheurs eux-mêmes qui ont fait ce travail-là rappellent que si on intègre tout ça, on a une efficacité énergétique qui est pas dingue sur l'utilisation d'hydrocarbures, en réalité. Concrètement, ça donne quoi? C'est aussi les mêmes qu'on fait cette figure, qu'on a juste traduit. C'est que vous avez une énergie à l'époque dans les fermes à gauche, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en gros, où l'énergie qui rentre, c'est l'alimentation des paysans et des paysannes, c'est l'alimentation des animaux de trait, quand ils travaillent pas ou quand ils travaillent, mais il faut les nourrir. Mais en gros, tout ça, c'est fait principalement en transformant de l'énergie photovoltaïque, du soleil, en fourrage, en légumes, en patates, en tout ce qu'on veut. Où on passe à un système énergétique qui est qu'on utilise de l'énergie fossile comme carburant des machines pour fabriquer des engrais. Les engrais industriels sont des très gros consommateurs d'énergie fossile. Ce qui se passe en ce moment là, avec la guerre déclenchée par Trump en Iran, par Trump et Netanyahou en Iran, qui entraîne le blocage du détroit d'Ormuz et tout enfin, ça entraîne une hausse du coût du carburant, ça entraîne aussi une tension incroyable sur les engrais de synthèse. On a en gros un tiers à la moitié du commerce mondial d'engrais de synthèse qui est touché parce qu'ils ont besoin de gaz. On appelle le gaz naturel, chacun jugera s'il est naturel ou pas, mais pour fabriquer de l'engrais. Donc on va vers une très grande tension là sur la production agricole qui dépend de ces engrais-là dans les mois à venir. Mais donc une énorme consommation énergétique. Et puis pareil pour chauffer certaines serres. Toutes les serres ne sont pas chauffées, hein. Les serres que vous voyez autour de Grenoble, en général, c'est juste prendre la chaleur du soleil un peu plus tôt dans la saison. Mais il y a des serres qui sont chauffées pour produire des choses un peu à contre-saison. Et là, ça crame de l'hydrocarbure. Pareil pour des bâtiments d'élevage et puis d'autres choses. Et encore là, il manque toute la fabrication des matériels agricoles, tout le devenir de ces matériels agricoles aussi qui nécessiterait d'être rentré là-dedans. Et nous, un aspect là-dedans, après, je vais pas vous assommer de plus de chiffres sur l'agriculture, c'est promis, mais on parle des fois de la ferme France, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est produit en France, etc. Le coût, nous, on a calculé le coût machine, le coût qui correspond à l'amortissement annuel des machines, donc c'est un peu, parce que, en gros, c'est le coût d'achat des machines. Vous achetez une machine, mais vous n'allez pas en acheter une chaque année. Enfin, vous n'allez pas racheter cette machine chaque année, comme une voiture. Vous allez l'acheter, puis elle va vous durer quelques années. Donc, vous allez compter un amortissement sur une part sur chaque année, quoi. Donc, l'amortissement, c'est la part annuelle liée à votre investissement, en gros. L'entretien, le carburant, les travaux faits par ce qu'on appelle des tiers, parce que tous les agriculteurs font des fois intervenir des entreprises qui viennent faire certains travaux, ou des CUMA, pour celles et ceux qui connaissent, qui sont des coopérations d'utilisation de machines agricoles, où ils ont du matériel en commun, mais des fois avec un chauffeur, etc. Donc, tout ça, on a intégré tout ça, et le coût, il a augmenté, y compris en euros constants, en tenant compte de l'inflation, de 35% en 30 ans. C'est-à-dire que le coût du recours à la machine continue d'augmenter considérablement sur les 30-40 dernières années. Euh, Par paysan, paysanne, en gros, c'est 35 000 euros par an, mais bon, ça va peut-être pas vous parler, mais en gros, c'est un quart des dépenses moyennes sur la ferme, donc c'est assez considérable. Et l'élément peut-être le plus intéressant, parce qu'il est contre-intuitif, c'est que ce coût, il a augmenté de 30% en 30 ans, mais qu'il a augmenté le coût par surface a augmenté de 30% en 30 ans. Pourquoi j'insiste là-dessus? En gros, on a l'idée que plus on a un gros matériel, plus on va travailler une grande surface et donc on va faire des économies d'échelle. Je sais pas, hein, vous imaginez, vous devez balayer devant, vous avez un tout petit balai à la balayette, vous allez galérer, vous prenez un grand balai, vous allez gagner du temps, vous allez balayer plus rapidement la salle. C'est ça, des économies d'échelle.
tout bêtement. L'idée, c'est de dire, bah, avec des plus gros matériels, on va faire des économies d'échelle. Mais sauf que ça s'est accompagné d'une logique d'accroissement des fermes, d'augmenter les surfaces pour rentabiliser l'investissement dans le matériel à cause d'un endettement important sur les fermes, et que donc le coût de machine à l'hectare, si on regarde, il a augmenté parce on a payé plus cher à chaque fois et en agrandissant des fermes, mais pas suffisamment pour compenser le surcoût. Donc en fait, on a enrichi encore les fabricants de matériel qui étaient tout en amont là sur le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc dans des questions de dépendance, on s'inscrit dans une trajectoire qui continue à perdre en indépendance ou en autonomie plus exactement vis-à-vis de ces acteurs-là. Alors la suite, c'est quoi? La suite, elle est tracée par les pouvoirs publics. Il y a des politiques publiques en agriculture qui donnent pas mal la trajectoire. Et en 2021, et on est toujours dedans aujourd'hui, hein, le ton a été donné par notre président de la République qui disait la suite de la révolution mécanique, donc c'est la transformation mécanique dont je vous ai parlé, et de la révolution chimique en agriculture. La révolution chimique, c'est quoi? C'est l'avènement des pesticides et des engrais de synthèse pendant le XXe siècle, en gros, quoi. Et qu'est-ce que c'est cette suite? C'est le numérique, la robotique et la génétique. Et Emmanuel Macron de dire ce sont les trois transformations essentielles, c'est-à-dire c'est là où l'argent public va aujourd'hui, c'est là où les travaux de recherche publique sont prioritaires, c'est là où l'enseignement dans ces filières-là est mis en avant, etc. Donc cette idée-là. Alors juste un petit mot là-dessus, parce que je sais pas à quel point je m'écarte du sujet de design et autonomie ou pas, mais j'ai envie de vous en parler quand même. Puisqu'on parle quand même de comment on va en fait définir, orienter, designer peut-être le système agricole et alimentaire à venir. Mais en gros, qu'est-ce qu'on entend par l'agriculture numérique? Des fois, on parle d'agriculture de précision. Bon, ça, c'est certains types d'appareils sur les parcelles. Agriculture numérique, digitale, une traduction de l'anglais en fait. 3.0, 4.0, l'usage de la robotique, peu importe ce qui compte, c'est qu'on a un mouvement général qui est d'avoir une sophistication électronique croissante. Et avec le virage actuel de l'intelligence artificielle, on va aussi là-dedans. Donc, plus de sophistication électronique. Un tout petit mot pour les gens qui s'intéressent aux questions agricoles, c'est que au niveau agronomique, c'est ce qu'on appelle une approche réductionniste. C'est comme en médecine, on va traiter le symptôme, on va pas s'intéresser à l'ensemble de ce qui va pas. Il y a des moments, on peut avoir je sais pas, vous avez une tendinite, une tendinite à la cheville, vous cherchez à traiter votre tendinite pendant des années jusqu'à ce qu'un jour on vous dise que c'est votre genou qui a un problème et que c'est la cheville qui compense et que le problème il était à traiter en regardant l'ensemble. Ça, c'est une approche on va parler d'approche systémique, holistique, par rapport à une approche réductionniste où on va s'acharner sur la cheville. Et ben, avec l'agriculture numérique, on s'acharne sur la cheville en quelque sorte. On va continuer à essayer de traiter les symptômes et à essayer de voir un certain nombre de choses. Et puis, cette sophistication électronique, elle va dans une logique de matériel qui est le même utilisé partout. C'est une standardisation, une simplification des itinéraires techniques. Donc, ce qu'on appelle les itinéraires techniques, c'est les interventions humaines. C'est la suite d'interventions dans une année. Quand vous cultivez, vous avez un itinéraire technique, c'est tout ce que vous devez faire. Donc ça va dans cette logique-là, qui est la même logique que depuis 70-80 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas appris grand-chose et qu'on continue les mêmes erreurs. Donc des machines sophistiquées, mais une destruction des savoir-faire et des savoirs paysans. Puisque à l'inverse, les choses que je vous ai présentées tout à l'heure, quand on parle de technologie paysanne, de technologie appropriée, je suis passé peut-être un peu vite là-dessus, c'est le fait d'avoir des technologies appropriées dans un double sens. Il y a une appropriation par les paysans et paysannes, ils savent comment ça a été construit, comment ça marche, etc. Et c'est valable peut-être pour à peu près n'importe quel objet du quotidien. Si vous savez comment ça fonctionne, vous êtes en capacité de l'entretenir, de le réparer, peut-être de le faire évoluer. Euh, et alors que s'il y a un effet boîte noire que vous savez pas, bah, vous devez juste retourner au magasin, en racheter un nouveau ou racheter le truc d'après, quoi. Nous, on a des technologies appropriées dans ce sens-là, mais aussi appropriées qui correspondent qui sont adaptées à chaque cas particulier.
c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir l'outil dont j'ai besoin par rapport à mon terrain, parce qu'en fait, mon terrain à tel endroit, mes parcelles à Saint-Martin-d'Air vont pas être les mêmes que à Renage, à Voiron, à Fontaine, etc., quoi. Donc, on va pas avoir les mêmes choses et a fortiori ailleurs en France. Donc, on a cette logique-là qui est inquiétante. Ça pose aussi, là, je vais passer un peu vite parce que vraiment, là, je m'écarte du sujet, mais quand même, on nous présente que c'est une solution écologique. En fait, il y a une inefficacité qui est à peu près attestée aujourd'hui, puisque c'est un modèle qui ne modifie pas les pratiques. On vient écologiser les choses. Et ça, c'est aussi un mot que vous pouvez retenir pour d'autres aspects de notre vie, de notre organisation de la vie quotidienne. C'est qu'est-ce qui correspond à une écologisation, qu'est-ce qui correspond par rapport à une problématique donnée, qu'est-ce qui correspond à un véritable changement de pratique, où on va traiter les problèmes à la racine. Là, on modifie pas réellement les pratiques. On va essayer de diminuer un peu la dose de pesticides. On va essayer de diminuer un peu la dose d'engrais. Mais en réalité, on va toujours avoir les mêmes impacts écologiques, même s'ils vont être un tout petit peu moins forts pendant un petit moment. Et encore, les retours d'usage ne le montrent pas. Donc, voilà, inefficacité à ce point. Un coût en ressources et en contrôle, et le problème du contrôle des données. Le coût en ressources, c'est que c'est bien beau de la sophistication électronique à tous les étages, mais il faut de l'énergie pour faire tourner tout ça. Il faut des minerais qu'on va aller chercher ailleurs sur la planète, donc une logique extractiviste, assez coloniale. On va les servir dans des pays en achetant ça à un coût complètement dérisoire, avec des conditions de travail et un saccage de l'environnement sur place pour tout l'électronique embarquée et puis aussi pour toute l'infrastructure autour, tous les réseaux, toutes les antennes, tous les data centers dont il y a besoin pour faire tourner tout ça. Il y a une infrastructure de l'électronique qui est nécessaire. Donc, c'est voilà, pointer cette fuite en avant extractiviste. Et puis, on a là-dedans des acteurs extrêmement puissants, encore une fois, au hasard, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc., qui se positionnent, y compris sur les sujets agricoles, parce qu'en fait, collecter de la data, c'est collecter une ressource financière en soi, et c'est aussi, en fait, acquérir une position de pouvoir dans la relation de marché future, quoi. Donc, et ça, pareil, c'est valable au quotidien dans tout ce qu'on peut avoir. Coexistence des modèles. L'autre point qu'on pointe au passage, c'est que en gros, on nous dit, bah, oui, on va faire ça et on va vous autoriser à faire autre chose à côté. Allez, vous allez pouvoir faire un peu de bio à côté, un peu de trucs, l'atelier paysan, c'est sympa, etc. Mais à côté, on met le paquet là-dessus. C'est ce que je disais, tout l'argent public de la recherche, du développement, de l'enseignement par là-dessus. L'environnement réglementaire est dominé par ça. Si vous avez entendu parler de la loi Duplon l'an dernier, ce sont des gens qui vont défendre l'usage de certains pesticides et en prétendant que des solutions technologiques vont venir amoindrir l'impact à la suite. Et donc, le problème, c'est qu'on va toujours vers un écrasement de ce que nous, on revendique le terme de paysans-paysannes, mais en gros des agriculteurs et des agricultrices qui vont continuer à être de moins en moins nombreux par des effets de concentration, puisqu'en gros, il va falloir continuer à s'équiper, s'endetter pour ça, parce que ça coûte une blinde, ça coûte extrêmement cher, et ensuite s'agrandir pour tenter de rentabiliser ça, et quand on n'arrive plus à s'agrandir, bah, disparaître et avoir sa ferme qui est reprise par les voisins et voisines parce que la ferme, elle coûte trop cher pour être reprise par des jeunes qui voudraient s'installer. Et donc, on a de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices à cause de fermes qui coûtent de plus en plus cher. Et notamment, il y a le fait qu'elles sont de plus en plus grandes en foncier, mais c'est aussi le fait qu'elles coûtent de plus en plus cher en matériel et les deux vont de pair, bien évidemment. Alors, on a l'alternative. Ça, on l'entend beaucoup. Nous-mêmes, on peut y contribuer. Là, je vous ai mis que des images qui peuvent illustrer des choses, hein. Le réseau des semences paysannes pour s'opposer aux semences industrielles. Terre de Liens, qui est une manière de reprendre du pouvoir sur le foncier agricole. Bah, la petite fleur en bas, c'est la rosace de l'agriculture paysanne, qui est vraiment une charte hyper importante, très politique, portée par la Confédération paysanne et d'autres réseaux, que je vous encourage à aller voir si vous vous intéressez à ces questions. Le label bio, assez connu a priori, et puis tous les circuits de commercialisation, vente directe, des AMAP, des choses comme ça. Et puis voilà, j'ai mis l'atelier paysan pour bien comprendre qu'on s'inscrit là-dedans. Toutes ces alternatives sont très sympathiques, mais elles ne touchent qu'une partie des gens.
Elle ne touche qu'une partie, notamment des consommateurs et des consommatrices. Il y a tout un pan de population qu'on ne vient pas toucher avec ça, et tout un pan aussi de la production qu'on ne vient pas toucher. Donc, ce discours de l'alternative, nous, à la fois, on revendique la nécessité de ces alternatives, et là, j'ai volontairement mis que des alternatives qui sont des réseaux avec lesquels on travaille étroitement, qui sont des réseaux amis, avec lesquels on se soutient mutuellement. J'aurais pu mettre en plus d'autres trucs qui se présentent comme des alternatives, qui sont complètement des arnaques, qui viennent vous vendre, voilà, le fait, enfin, qui sont des startups qui cherchent à fleurir là-dessus, qui sont des initiatives de greenwashing qui cherchent à masquer des pratiques agricoles qui continuent à peu près dans le même sens. Mais pourquoi j'ai mis, donc voilà, j'ai voulu mettre que des alternatives avec lesquelles on est amis pour que les choses soient très claires. Mais pourtant, ces alternatives, la limite qu'on voit, parce qu'on peut se bercer d'illusions, de dire on est de plus en plus nombreux à être en AMAP, c'est super, on est de plus en plus nombreux à aller au marché de producteurs ou aller au magasin de producteurs. Voilà, il y a un peu plus de surface en bio, etc. Mais en fait, ça reste une petite proportion. Et l'idée que ça va se diffuser par effet tache d'huile se heurte à un principe de réalité qui est que ça reste cantonné dans une forme de niche, dans un marché de niche, dont le système agricole et alimentaire dominant se satisfait très bien et qui va pas toucher des pans entiers de la population qui soit n'ont carrément strictement pas les moyens économiques pour y aller, soit qui pourraient même économiquement y aller parce qu'il y a toujours ce discours non mais il faut éduquer le consommateur, phrase tricarde à souhait. Euh, Éduquer le consommateur, c'est lui apprendre à acheter autrement et puis il va cuisiner à la maison et comme ça va lui revenir moins cher que d'acheter des plats préparés avec des aliments ultra transformés qui sont mauvais pour sa santé. Dire ça, c'est ne pas comprendre la réalité sociale dans laquelle sont les gens, qui sont pris dans des contraintes certes économiques, mais aussi des contraintes sociales du quotidien, des contraintes culturelles de l'univers socio-culturel dans lequel on évolue, et qui font qu'on ne va pas forcément se sentir concerné par ça, et puis qu'on va pas forcément avoir le temps d'aller cuisiner, parce que qui dit avoir le temps de faire ça, et ça veut dire être en capacité d'organiser son quotidien, ce qui est pas le cas forcément pour tout le monde. Donc, on a besoin de se sortir de l'idée, de la tête, pardon, l'idée que l'alternative est suffisante en elle-même. Elle est indispensable parce qu'elle montre que d'autres voies sont possibles et sont efficaces. Elles sont redoutablement efficaces en termes écologiques, sociaux, économiques, etc., mais insuffisantes. Donc nous, voilà, on peut dire des fois les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc. Non, les petits ruisseaux, ils se noient dans les grandes rivières. En réalité, toutes nos petites alternatives ne menacent pas l'empire commercial de Auchan et de Carrefour, si on veut prendre des exemples concrets. Et en fait, ne menacent pas non plus Nestlé, ne menacent pas Cargill, qui sont des monstres, ou le groupe Dreyfus, qui sont des monstres de l'agroalimentaire. Et, euh, et donc, en fait, on est juste dans un truc de cohabitation. On est là à côté, dans notre petit marché de niche, et puis on les dérange pas, voire même on peut devenir à des moments, à notre corps défendant, la caution de quelque chose, quoi. Et donc, on a besoin de se servir de ces alternatives plutôt pour essayer de construire du rapport de force. On s'appuie dessus pour montrer que ça marche, et puis on essaie d'embarquer plus largement. Donc aussi de montrer les insuffisances et les problèmes du système ailleurs. Et on va vers une inversion de logique. Je peux encore prendre 5 minutes a priori. Euh, En gros, je peux vous en donner trois manières de logique à inverser. Déjà, il y a une logique en agriculture, c'est la concurrence, la concurrence, la concurrence. Alors, vous avez grandi, moi aussi j'ai grandi dans cette idée que la concurrence, c'est forcément super. On apprend à être les meilleurs, be a champion. Mais en fait, simplement, ça amène à se bouffer les uns les autres. Et en agriculture, on en voit les dégâts au quotidien. Et donc, nous, on a des propositions qu'on porte avec la Confédération paysanne, qui est un syndicat, avec d'autres acteurs, de chercher à casser ces logiques de concurrence. Il y en a une, c'est les prix minimum d'entrée. Je détaille pas, mais en gros, c'est comment on revient à la régulation des flux commerciaux qu'il peut y avoir. Ce schéma, il est hyper complexe. Retenez que la grosse flèche noire. En gros, on a une production agricole en France, mais vous avez autant qui rentre en matière première agricole brute, c'est ce qui arrive du haut du schéma, soit les 30 millions de tonnes
de matières premières, soit les 140 millions de tonnes de matières transformées, autant qui rentrent que la production agricole française au départ. Et puis il y a des parties, nous, qu'on exporte, et donc on est complètement intégré dans un jeu d'importation-exportation qui va vers des trucs de spécialisation, mais qui amène en fait à mettre en concurrence en permanence et à détruire des fermes. La filière fruits et légumes en France, enfin la filière fruits, arboriculture, s'est littéralement effondrée ces 20 dernières années. C'est un effondrement. C'est plus de la moitié des surfaces, des fermes qui ont disparu du fait de la concurrence, parfois même au sein de l'Union européenne. La filière en bovin viande est aussi complètement prise à la gorge. Enfin, on a vraiment des vrais problèmes au niveau économique, à la production, du fait de la mise en concurrence permanente. On a un revenu indécent en agriculture, et quand les agriculteurs et agricultrices vont bloquer des ronds-points, vont bloquer la rocade, vont bloquer un certain nombre de choses, c'est pas pour le plaisir, parce que pendant ce temps, le boulot se fait pas sur la ferme, c'est bien pour alerter sur le fait que on a une situation qui est désespérée en agriculture. Vous avez des sondages d'opinion qui montrent que on a un agriculteur sur cinq qui se considère dans une situation désespérée, qui ne voit plus l'espoir, il ne sait pas vers où ça va, quoi. On est là-dedans, et notamment du fait de cette mise en concurrence permanente. Et si on continue de ne rien faire, les seuls qui vont interroger ça, c'est l'extrême droite, et elle est déjà en train d'en bénéficier en milieu rural, en ayant un discours populiste à ce sujet-là. L'autre aspect, c'est partir des besoins. On inverse la logique, on part des besoins et on va vers quelque chose plus de l'ordre de la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais très vite, et vous êtes peut-être même mieux placé que moi pour le savoir, on a une majorité, ça c'est un sondage de 2003 de l'IFOP, il n'a pas été refait depuis malheureusement. On avait un tiers des Français et des Françaises qui sautaient un repas qui étaient amenés à sauter régulièrement un repas et la moitié occasionnellement un repas pour des raisons économiques. Pas parce que je suis pressé, j'ai pas le temps, j'ai une réunion, je vais à la salle ou je vais ça. Non, pour des raisons économiques. Donc en fait, on est dans un pays où on a un accès à la nourriture qui est en train de reculer considérablement. Ça a été en augmentation entre 2022 et 2023 de 7 points. Le milieu étudiant est particulièrement concerné, on le sait par d'autres enquêtes. Donc, on a vraiment un véritable problème. Je vous ai parlé du revenu indécent en agriculture. À l'autre côté, on a un accès indécent à l'alimentation. Euh, Évidemment, il y a d'autres dépenses qui sont concernées, mais la sécurité sociale de l'alimentation, c'est penser une manière où tout le monde va cotiser, quel que soit à la hauteur de ses revenus, et tout le monde va avoir accès à un minimum d'alimentation, exactement comme la sécurité sociale des soins. On cotise et on paye pas quand on va chez le médecin. Donc la même chose est envisageable pour l'alimentation. Il y a plein de choses sur Internet là-dessus, je ne m'étends pas. Dernière chose, et promis, j'ai fini. Euh, Logique à inverser, c'est sortir de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Face à un problème, c'est quoi le solutionnisme technologique? C'est face à un problème, on dit, ah, on va penser une solution technologique, une appli, un nouveau matériel. On va se dire, il y a quelque chose. Voilà. Alors, je sais pas, des exemples du quotidien, il y en a plein. On essaye de vous vendre des frigos connectés pour que si vous avez oublié de l'ouvrir le matin avant d'aller faire les courses, vous puissiez l'interroger à distance. Voilà, ça, on est typiquement dans du solutionnisme technologique au lieu de s'interroger sur pourquoi on est dans un rythme quotidien effréné qui fait qu'à un moment, on pense même plus à ouvrir le frigo et à voir ce qu'il y a dedans le matin. On a plus ce genre de choses, on a oublié de faire un post-it, quoi. Donc, la facilité, l'espèce de patch technologique, la solution facile en agriculture, c'est quoi? Un exemple qui est le plus répandu aujourd'hui dans l'élevage laitier, vous avez beaucoup de robots de traite. Derrière les vaches, elles vont elles-mêmes voir un petit robot qui repère les traits sous la vache, qui branche, qui traite comme ça pour que l'agriculteur n'ait plus à aller faire la traite ou l'agricultrice, parce que c'est très souvent dans la répartition genrée, très souvent une tâche féminine là où il y a des couples, mais il n'est plus à aller faire la traite le matin, le soir. On se dit, ah, c'est un gain d'astreinte, etc. Mais en fait, on oublie de penser que c'est devenu monstrueux de faire la traite parce que pour s'en sortir, essayer de sortir un bout de revenu, il a fallu augmenter la taille du troupeau considérablement. Et que quand vous devez traire 100, 120 bêtes,
eh ben, évidemment, c'est beaucoup plus long que si vous devez en traire 40. Et puis, pareil, ça vient contre d'autres formes. Tiens, je repense mon système d'organisation à la ferme. Est-ce que je pourrais pas passer en ce qu'on appelle en monotraite, une traite par jour au lieu de deux? Je vais avoir moins de production, mais plus qualitative, donc je vais la valoriser différemment. Est-ce que je peux pas penser à m'associer, à avoir des formes d'organisation du travail en forme sociétaire qui vont faire que je vais faire la traite une semaine sur deux, et puis ça me libère un week-end sur deux, etc. À la place, on vous dit une solution, un robot de traite, une promesse de se libérer d'un certain nombre d'astreintes, et en réalité un déplacement de l'astreinte. Avec le robot de traite, on le voit très bien, parce que vous avez en fait en permanence des SMS, des alertes, tel problème sur le robot, faut revenir intervenir, et où en fait on a un déplacement de l'astreinte qui était physique d'aller faire la traite à une astreinte psychologique, de se dire à tout moment j'ai mon truc qui peut tomber en panne, et si mon robot tombe en panne, il faut que je puisse faire intervenir le technicien parce que je ne suis plus capable moi-même de régler le problème de la traite de mes animaux. Au passage, des coûts économiques monstrueux liés à ça, parce qu'il y a des logiciels qu'on va voir avec ça, des mises à jour, etc. Donc, sortir du solutionnisme technologique et interroger, et c'est valable au quotidien dans votre vie, sur le fait que à chaque fois, on vous vend une appli, une technologie, un truc en réponse à un problème, se poser la question, est-ce que c'était ça mon problème? Quelle était la cause de mon problème? On oublie de se poser la question. Et le risque de la paresse intellectuelle avec le solutionnisme technologique, c'est que s'il y a une solution technologique apparente, là, on ne pense plus le problème et on se dit que le problème n'existe plus, alors qu'en réalité, on l'a bien souvent déplacé simplement. Euh, donc voilà, il y a ces petites logiques-là pour sortir, et c'est en ça, nous, quand on pense autonomie technique, pour revenir, c'est de me raccrocher au titre de l'intervention, c'est raccrocher à tout ça. L'autonomie sur la ferme, pas tout seul, c'est en collectif, en lien avec les autres paysans, paysannes du territoire, en lien avec les autres paysans, paysannes de la même filière avec qui on peut être en lien. Mais c'est aussi penser à faire évoluer le système agricole et alimentaire au niveau général, et donc s'inscrire dans des dynamiques politiques de mobilisation collective qui cherchent à peser sur ça, quoi. Et je vous mets quelques références. On a publié un bouquin en 2021 qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, qui est ressorti en poche en 2023. Et puis un rapport qui est disponible sur notre site, Observation sur les technologies agricoles, où il y a les figures notamment que j'ai présentées à un moment. Si vous vous intéressez à toute cette histoire de la modernisation agricole, vous allez y trouver plein de choses. Et mon contact, et puis évidemment le site internet de l'atelier paysan et un forum. Voilà, c'est vraiment pour les geeks des machines agricoles, hein. C'est si vous voulez aller discuter de tel truc, telle innovation paysanne, vous pouvez y aller. Il y a des gens qui échangent là-dessus. Moi, je voulais vous poser une question, mais c'est juste de la sémantique. C'est quoi vous faites la différence entre paysan et ouvrier agricole? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Du coup, moi, j'avais plus une question sur, vous parlez de dépendance et la question de comment vous garantissez la durée de vie du produit et est-ce qu'il y a un système de réparabilité sur du long terme? Quels sont votre positionnement sur le stockage de vos données sur des serveurs? La sémantique. Effectivement, j'ai parlé beaucoup paysan, paysanne. L'autre terme, c'est agriculteur, agricultrice. Le terme officiel, des fois, c'est chef d'exploitation. C'est à la tête de l'exploitation. Et en gros, tout ça, c'est des termes pour les personnes qui ne sont pas salariées, qui ne sont pas dans un contrat de travail, mais qui sont comme des indépendants ou comme des petits patrons, mais souvent des très 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 petits patrons. Il y a quelques gros patrons quand même dedans. Et justement, c'est un des problèmes du terme agriculteur ou agricultrice, c'est que ça regroupe des réalités très différentes au niveau économique et au niveau social. En fait, c'est le même terme pour mettre, je sais pas, le plombier, l'artisan plombier qui est à côté de chez vous, qui bosse tout seul, et Bernard Arnault, du groupe LVMH, quoi. Donc tout ça, c'est le même mot. Donc il y a un petit souci. Donc quand on parle de paysans, paysannes, l'avantage est plutôt qu'on ancre ça dans une réalité en général. On a du mal à mettre Bernard Arnault dedans. L'équivalent, hein, c'est Arnaud Rousseau, qui est à la tête de la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, et aussi à la tête du groupe Avril, qui est un monstre de l'agroalimentaire, les huiles Le Sieur, tout ça. Donc,
nous, quand on parle de paysans, paysannes, c'est déjà, ça revendique l'agriculture paysanne avec la petite fleur que je vous ai montrée tout à l'heure. Et c'est déjà donc un type de ferme d'agriculture qui correspond a priori à autre chose. Et aussi, très clairement, le terme dans sa construction, il renvoie à l'idée de pays, au fait qu'il y a un rattachement à son territoire. Qu'il y a une sensibilité, donc il y a le fait qu'on fait vivre un territoire et que pour ça il faut beaucoup de paysans et de paysannes. Donc voilà, après c'est un terme qui est revendiqué un peu des fois aussi par le syndicat majoritaire et donc c'est pas univoque. Et enfin vous avez parlé des ouvriers agricoles et alors ça c'est pour le coup c'est différent, c'est des gens qui vont avoir un contrat de travail parfois très précaire, typiquement les saisonniers. Parfois pas vraiment de contrat de travail, il y a toute la main d'œuvre, il y a de la main d'œuvre exploitée parmi les gens sans papier, des exilés qui sont corvéables. Donc c'est un vrai sujet en agriculture, dans certains bassins de production notamment. Mais en fait, les ouvriers agricoles, voilà, sont des gens qui vont répondre, qui ont pour le coup un patron, une patronne qui est l'agriculteur ou l'agricultrice sur la ferme. Et aujourd'hui, dans les gens qui travaillent, les travailleurs et travailleuses de l'agriculture, ils sont les deux tiers. On a un tiers, c'est les agriculteurs agricultrices, et les deux tiers sont les ouvriers agricoles. Par contre, c'est en nombre de personnes, mais en nombre d'heures, ça serait pas la même chose parce que des paysans paysannes font 50, 60 heures semaine, enfin, comptent pas tout à fait leurs heures, ont très peu de vacances, voilà. Donc il n'y a pas il y a pas exactement le ratio. Voilà, si ça répond à la question. Sur la dépendance, garantir la durée de vie et la réparabilité. Est-ce qu'on garantit la durée de vie? Réponse facile, non. Nous ne garantissons pas la durée de vie. Nous avons même des problèmes. Nous avons et en fait, les paysans et paysannes qui viennent fabriquer des outils avec nous le savent et en fait, on co-assume quelque part ce risque-là. Et nos outils, ils vont être adaptés. On a des retours en permanence d'usage qui permettent de faire évoluer les choses. Rien n'est figé. Des fois, on dit un peu pour se la péter que nos outils sont vivants, mais en fait, c'est simplement qu'ils évoluent dans le temps en fonction des retours d'usage. Euh, En gros, mais par contre, on essaie évidemment de faire des choses robustes et surtout, les paysans et paysannes sont en capacité de les entretenir, de les réparer. Donc la réparabilité, oui, celle-ci, elle est garantie parce que la personne sait comment ça marche et est en capacité à les savoir-faire pour le réparer. Et puis si vraiment il y a des problèmes, évidemment, ils nous appellent et on en discute et on cherche des choses ensemble parce qu'on a un intérêt commun à ce que ça fonctionne. On n'a pas un service après-vente organisé comme dans certaines grandes boîtes, etc. Je sais plus qui posait la question et je ne sais pas si ça répond, c'est par là, je crois. Mais, voilà. Ok. Et alors, positionnement sur le stockage des données sur les serveurs, super question. Et effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de choisir ses dépendances. J'ai dit on utilise des postes à souder. Les postes à souder, ils sont fabriqués par des grandes entreprises aussi. L'acier, il vient des filières de la métallurgie. Et nous utilisons aussi des ordinateurs avec des données. J'ai dit que les plans, ils étaient accessibles. Et donc, nous avons aussi recours à une infrastructure en termes de serveurs. Alors, très clairement, on essaye d'avoir ce que d'aucuns appelleraient une politique un peu éthique en la matière. On va essayer de se tourner vers certains prestataires qui sont plus, qui font plus attention que d'autres. Voilà, il y a un certain nombre de prestataires en la matière qui essayent de faire des efforts, mais aucune solution n'est parfaite, puisqu'à chaque fois, il y a de la consommation d'énergie, de ressources derrière. Donc, par contre, donc, on essaie de faire attention, on sait que c'est un point faible, on l'assume, mais dans une idée aussi, je parlais d'autonomie, c'est que avoir en tête que si demain on n'a plus accès à ça, on sait encore produire, on sait encore faire de l'agriculture. Les paysans et paysannes qui utilisent les technologies de l'atelier paysan n'ont pas un besoin de ça absolument. Celui ou celle qui a de l'électronique embarquée dans son tracteur, si demain le machin s'arrête, on mange plus. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, du coup, il faut réapprendre des choses, quoi, parce que des savoir-faire se seront perdus. Donc, il y a une grosse différence aussi dans l'approche là-dessus, c'est-à-dire que même si on continue d'utiliser ça, on a conscience qu'on peut faire sans. Et dans l'absolu, même ce que je disais avec les postes à souder, aujourd'hui, vous avez des postes à souder avec des systèmes de régulateurs de tension, un peu d'électronique embarquée dedans, qui font que c'est plus confort. Mais si ça marche plus, on reprend le poste à souder. Moi, je prends le poste à souder de mon grand-père.
bah c'est pas trop sophistiqué à construire, à faire, et en fait avec ça on peut souder aussi. Donc il y a aussi des manières alors évidemment s'il y a plus du tout d'électricité là, bon. Mais en attendant il y a quand même des paliers intermédiaires quoi. Voilà. Envisagez-vous d'évoluer et de partager vos techniques liées à la mise en place de votre système d'open source? Donc, nous, on se demandait, en tant qu'étudiant en design, quelle était la place de l'esthétique dans les projets et est-ce que ça pouvait participer à rendre l'open source attractif pour de nouvelles personnes qui voudraient s'y intéresser. Comment l'autonomie des utilisateurs contribue-t-elle à faire accroître le système des communs sur le long terme? J'avais une petite question sur la sociologie des gens que vous touchez. Moi, dans mon approche personnelle, j'ai de la famille d'éleveurs laitiers en Mayenne et j'ai aussi des potes qui ont fait les longues études autour de Grenoble et qui s'installent en agriculture et c'est pas du tout les mêmes approches. Et typiquement, mes amis, je vois qu'ils pourraient être, enfin, ils vous connaissent, ils pourraient être touchés par vos approches. Mais ma famille qui est plus agriculture traditionnelle familiale, quoi, est-ce que vous arrivez à les toucher et c'est comment vous faites? Alors, alors est-ce qu'on, sur le partage de notre technique de mise à disposition en open source, on fait rien enfin, on fait rien de bien révolutionnaire. Alors peut-être, par contre, j'en profite pour dire un mot sur open source vs logiciel libre ou libre. Alors, je suis pas du tout un spécialiste là-dedans, donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui est spécialiste, merci de pas m'étrangler en sortant et plutôt de prendre la parole pour compléter éventuellement. Mais simplement, l'open source, c'est ce qu'on